Voilà. Bien, bonjour à tous, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Webinaire du rappel, le réseau des acteurs de la pauvreté et de la précarité énergétique dans le logement. Ce webinaire est enregistré. On va essayer de le mettre en ligne dans les prochains jours pour que chacun puisse le revoir, éventuellement le partager. Euh, Aujourd'hui, on est le 9 octobre 2017. La trêve hivernale va commencer dans quelque temps, le 1er novembre. Elle s'étendra jusqu'au mois de mars. Cette trêve hivernale protège les clients fragiles des coupures d'énergie. Il nous a semblé intéressant de rappeler les bases de la situation des clients impayés d'énergie avant d'aborder cette période, qui est une période provisoire. Donc chaque année, c'est une protection, mais voilà, à la sortie de cette trêve en mars, ça peut être un cumul de difficultés, enfin d'impayés, quoi, qui crée des difficultés. Donc là, on a eu envie de faire plutôt de la prévention, mieux connaître le contexte, apporter les conseils appropriés au ménage. Voilà. Donc aujourd'hui, parce que je parle d'énergie, mais aujourd'hui, on va se concentrer sur les impayés d'électricité. Claire Bally et moi-même, co-animatrice du rappel, on remercie Claire Roussin, chef de projet solidarité à EDF, dans le secteur particulier. Elle va nous présenter aujourd'hui le parcours d'un client en situation d'impayé, le positionnement d'EDF vis-à-vis de ses clients en difficulté, et nous rappeler aussi en fait tout le contexte réglementaire général, quel que soit le fournisseur d'énergie, je pense. Alors pour le déroulé, donc on a une demi-heure de présentation par Claire Roussin. Ensuite, pendant toute cette période-là, on vous propose de poser vos questions au fil de la présentation. Claire Roussin vous propose de ne pas prêter attention à tous les messages qui défileront, rester concentré sur la présentation. Et Claire Bally et moi, donc on synthétise, enfin on va reprendre les différentes questions pour la deuxième partie du déroulé, la partie questions. Pour cette partie questions, je vous annonce déjà qu'il y a 4 personnes autour de Claire Roussin. Je vais essayer de présenter là tout de suite sans faire trop d'erreurs. Donc il y a Juliette Cherubini, responsable de l'équipe Solidarité. Claire Dutheillet, responsable Solidarité plutôt en lien avec les collectivités. Thierry Eve, responsable régional Solidarité d'Île-de-France, qui est plutôt donc un opérationnel a priori. Cédric Simonet, en lien avec les opérateurs du réseau, donc réseau distribution de l'électricité, Enedis principalement, qui est plus un technicien. Donc voilà, selon le format des questions, ils s'organiseront entre eux pour se passer la parole. On espère que sur l'aspect technique tout ira bien, mais si jamais quelqu'un est déconnecté, pas quelqu'un, juste un intervenant pendant sa présentation est déconnecté, pas de panique, on essaiera de rétablir la situation. Et donc voilà, j'espère que tout le monde nous entend correctement. Moi, je pense avoir suffisamment parlé, donc je vais laisser la parole à Claire Roussin. Parfait, merci Denis, et on vous retrouve tout à l'heure pour les questions. Voilà, je vous souhaite une belle présentation. Merci Élise en tout cas pour cette présentation et cette introduction. Comme Élise vous le disait, je suis Claire Roussin, chef de projet Solidarité à EDF dans la direction commerce. Donc bonjour à tous. Et tout d'abord, c'est avec plaisir qu'EDF intervient pour la première fois dans un webinaire organisé par le réseau Rappel et nous en sommes ravis. Le thème proposé aujourd'hui est l'accompagnement des clients en situation d'impayés de factures d'électricité. En effet, le règlement de la facture d'énergie est souvent une préoccupation majeure pour un certain nombre de nos clients. Et EDF ne souhaite pas qu'elle soit un facteur aggravant de la situation de précarité de ses clients.
Donc, dans une première partie, ce que je vous propose d'aborder, c'est d'abord les dispositifs réglementaires qui encadrent le sujet des situations d'impayés. Et en deuxième partie, nous aborderons concrètement le parcours des clients en situation d'impayés. Alors, il ne faut pas que j'oublie de tourner les slides, hein, c'est mieux. Enfin, je crois que je dois avoir la main. Merci. Donc pour cette première partie, ça concerne le dispositif réglementaire des clients en situation d'impayé. Et en effet, depuis plusieurs années, des dispositifs réglementaires ont été mis en place pour aider les ménages les plus démunis à payer leurs factures. Le texte de référence en termes d'impayés d'électricité est le décret impayé de 2008 qui a été modifié en 2014. Et ce décret précise notamment les conditions dans lesquelles les fournisseurs d'électricité doivent agir avec les personnes en situation d'impayés de leurs factures d'énergie. Donc un premier point porte sur les dispositions concernant les délais pour payer sa facture ainsi que le rythme des relances pour impayés. Un second point porte sur le signalement que les fournisseurs sont obligés de faire vers les structures sociales lorsqu'un client est en difficulté. Une partie porte aussi sur le maintien de la fourniture d'énergie pendant la trêve hivernale que nous aborderons en détail un peu plus loin dans la présentation. Et pour chacun de ces points, il y a des dispositions spécifiques pour les clients bénéficiaires, notamment des tarifs sociaux du chèque énergie ou des aides FSL. Et enfin, en 2013, la loi Brottes a renforcé l'accès à l'électricité pendant l'hiver à l'ensemble des ménages. Donc là, c'était pour vous faire un panel des textes de référence en termes de situation d'impayés. Et ce que je vous propose de voir dès maintenant, c'est les aides qui s'inscrivent aussi dans ce cadre réglementaire. Donc pour répondre aux difficultés des clients en situation de précarité, les pouvoirs publics ont instauré depuis une dizaine d'années déjà les tarifs sociaux pour l'électricité et le gaz. Donc ces tarifs, donc le tarif première nécessité pour l'électricité et le tarif social solidarité pour le gaz, consistent à accorder une déduction de factures d'électricité et de gaz aux bénéficiaires. Donc à noter que 2,6 millions de clients EDF ont pu bénéficier du tarif première nécessité en 2016. Et je ne vais pas trop m'attarder en fait sur ces tarifs aujourd'hui parce qu'ils vont disparaître normalement à la fin de cette année pour être remplacés par le chèque énergie dont vous avez certainement entendu parler, et on peut penser que la généralisation va certainement être effective puisque notre ministre Nicolas Hulot l'a annoncé il y a une quinzaine de jours. Donc le chèque énergie, qu'est-ce que c'est? C'est une nouvelle aide au paiement des factures d'énergie et il est actuellement expérimenté dans 4 départements. Il sera généralisé en 2018. Donc, les départements concernés sont l'Ardèche, l'Aveyron, les Côtes-d'Armor et le Pas-de-Calais. Et ce chèque énergie est émis pour aider les ménages modestes à payer leurs factures d'énergie. Il peut aussi bien concerner l'électricité, le gaz, le fioul, le bois, et aussi peut être utilisé pour financer une partie des travaux d'économie d'énergie dans le logement. Donc, comment est géré ce chèque énergie? Donc, chaque année, c'est l'administration fiscale qui identifie les ménages bénéficiaires et qui transmet la liste à l'agence de services de paiement qui est en charge de la remise du chèque. Ensuite, le client bénéficiaire du chèque peut remettre au fournisseur ce chèque soit sous forme papier, soit sous forme dématérialisée, et selon son choix. Alors, ce qui est important de noter aussi, c'est que le chèque énergie permet aux bénéficiaires d'avoir également des protections renforcées.
Alors d'une part, il permet aux bénéficiaires qui emménagent dans un nouveau logement d'avoir la mise en service gratuite. Il peut permettre aussi aux bénéficiaires d'avoir droit à un abattement de 80% sur les frais d'un déplacement faisant suite à une interruption de fourniture en raison d'une facture impayée. Et un point très important, le bénéficiaire doit, pour bénéficier de ces protections notamment, il doit impérativement renvoyer à son fournisseur soit son chèque ou son attestation pour activer ces protections. En fait, concrètement, si le client choisit de régler sa facture de fuel avec son chèque énergie, il faut qu'il envoie impérativement son attestation à son fournisseur d'électricité pour lui signifier qu'il est bénéficiaire de ce chèque énergie. Sans cette attestation, le fournisseur qui n'aura pas été destinataire du chèque énergie ne pourra pas identifier ce client en tant que client solidarité. Alors pour information sur ce sujet, si vous souhaitez avoir plus d'informations, il y a une webconférence spécifique Chèque Énergie qui est organisée par EDF avec Idéal Connaissance le 27 novembre. Alors c'est le même format qu'aujourd'hui en forme de webinaire et il s'adresse à l'ensemble des collectivités locales et aux acteurs de la solidarité. Donc je pense qu'on enverra les informations via le réseau Rappel afin que vous ayez les éléments de connexion. Donc là, nous avons vu qu'il existait des aides de masse. Et en complément de ces aides, il existe également des aides ciblées et sur demande. Donc ainsi, les clients en difficulté peuvent également solliciter une prise en charge partielle de leurs impayés d'énergie et auprès du Fonds départementaux de solidarité logement. Et comment sont accordées ces aides? Donc en fait, le traitement des demandes d'aide FSL est assuré par une commission spécifique qui désigne les bénéficiaires et détermine le montant de l'aide. Donc cette commission, elle est placée sous l'autorité du Conseil général et regroupe notamment des représentants des différents services sociaux du Conseil général et de l'État. Donc ça peut être des CCAS, des centres communaux d'action sociale, ça peut être la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, ça peut être aussi la caisse d'allocation familiale. Donc les clients qui sont aidés par ce fonds bénéficient ensuite d'un accompagnement personnalisé par les équipes Solidarité d'EDF. Et nous le verrons plus loin, d'une protection spécifique aussi en période hivernale. Donc EDF signe des conventions FSL avec les conseils départementaux et le montant des dotations est fixé tous les ans. Alors à titre d'information, en 2016, on a 163 000 clients EDF qui ont bénéficié des aides FSL. EDF a contribué, a versé 23 millions, à peu près 23 millions d'euros au fonds, et ça en fait d'ailleurs le premier contributeur privé du Fonds Solidarité Logement. Donc voilà, là j'ai un peu balayé le panel réglementaire et les aides. Et dans la seconde partie que je vous propose d'aborder maintenant, c'est plutôt le parcours des clients qui sont en situation d'impayé. Donc là, on va voir un peu plus concrètement le chemin d'un client à partir du moment où il reçoit sa facture jusqu'à son accompagnement par EDF et par les services sociaux. Donc bien sûr, chaque fournisseur a sa propre politique solidarité et donc chacun accompagne ses clients différemment. Donc là, aujourd'hui, je vais plus accentuer la participation et l'accompagnement d'EDF. Donc, première étape du parcours pour un client en situation d'impayé. Alors, tout d'abord, c'est qu'il a reçu sa facture papier et il dispose de 14 jours à partir du moment où il a reçu sa facture pour la régler. Si, à l'issue de ces 14 jours, le paiement n'est toujours pas effectué,
EDF va lui envoyer un premier courrier de relance qui lui donne un délai supplémentaire de 15 jours pour la payer. Si malheureusement à l'issue de ce délai supplémentaire, le client n'a toujours pas pu payer sa facture, donc là, c'est là que la situation se complique un petit peu, puisque là, il va recevoir une deuxième relance, lui l'informant qu'il peut avoir une suspension de sa fourniture ou une réduction de puissance. Et ça lui donne encore un délai de 20 jours pour régulariser sa situation. Alors, à noter que les clients qui sont bénéficiaires du tarif social ou du chèque énergie, ou s'ils ont bénéficié d'une aide FSL dans les 12 derniers mois, le premier délai est allongé de 30 jours. Donc, bien sûr, bah, EDF n'aime pas arriver à ce cas extrême qui est le dernier point que j'ai cité, c'est-à-dire la réduction de puissance ou la suspension de fourniture. Et on encourage vivement les clients à se manifester dès les premières difficultés de paiement, donc à se rapprocher de nos équipes EDF et également des tarifs des services sociaux. Donc, pour ce qui concerne l'accompagnement réalisé par les équipes EDF, donc on a l'offre accompagnement d'énergie qui permet d'apporter gratuitement une solution personnalisée à tout client faisant part à EDF d'une difficulté de paiement pour payer sa facture. Donc concrètement, le conseiller vérifie que le client bénéficie du tarif qui correspond à son mode de consommation. Il lui donne des conseils en matière d'économie d'énergie. Et il peut également lui proposer un mode de paiement plus adapté à sa situation et étudier éventuellement la possibilité d'accorder un délai de paiement. Alors, cette offre accompagnement énergie a bénéficié à près de 800 000 foyers en 2016, 789 000 exactement, ce qui est un accompagnement quand même très important pour EDF. Alors, malgré tout, si cet accompagnement ne suffit pas ou si une solution n'est pas trouvée, ou pour aussi prévenir d'éventuels futurs impayés, nos conseillers peuvent orienter aussi les clients vers les services sociaux. Parce qu'en effet, vous vous doutez bien qu'EDF n'a pas accès à la situation financière de ses clients, enfin, ils ne le souhaitent pas. Et les services sociaux sont les seuls compétents pour appréhender précisément la situation financière des personnes en difficulté de paiement. Et en plus, EDF travaille depuis plus de 30 ans en lien étroit et de confiance avec ses partenaires, les services sociaux. Et on oriente donc les clients en difficulté vers ces structures qui sont susceptibles aussi de les aider. Alors également, en conformité avec le décret impayé bien sûr, les conseillers solidarité peuvent également avertir les services sociaux des personnes fragiles en situation d'impayé. Alors, comme je vous le disais, donc on travaille de manière très étroite et en confiance avec les travailleurs sociaux. Et pour faciliter ce travail, EDF dispose d'un réseau de près de 300 personnes dédiées à la solidarité et toujours dans une optique d'accompagner au mieux ses clients. EDF a développé un moyen d'échange pour faciliter le traitement des dossiers des clients avec les acteurs sociaux. Alors, il s'agit d'une plateforme d'échange avec les conseillers solidarité d'EDF appelée le portail PASS. Alors, il s'agit d'une plateforme en ligne qui est développée par EDF pour assister et simplifier la mission des travailleurs sociaux. Donc concrètement, les travailleurs sociaux peuvent déposer leurs demandes et le service est accessible à tout moment. Ils peuvent suivre directement l'état d'avancement de leur dossier et aussi les mettre à jour. Et les conseillers solidarité répondent directement en ligne sur les dossiers en cours d'instruction. Alors ce portail, il a aussi pour objectif de partager l'actualité et aussi des dossiers à thème sur la solidarité. Alors souvent, à l'issue de ce travail collaboratif, des solutions sont trouvées, que ce soit par l'accompagnement énergie ou les aides. Et
mais à noter aussi que l'accès à l'électricité est préservé pendant 5 mois de l'hiver. Alors, nous souhaitions faire un zoom spécial trêve hivernale. Il y a Élise qui en a parlé un peu en introduction, et c'est aussi la raison pour laquelle on avait souhaité organiser ce webinaire à cette époque de l'année, puisque la trêve hivernale va commencer dans presque près de 15 jours. Et, elle approche à grands pas. Et donc, la loi Brottes a permis de préserver l'accès à l'électricité pendant l'hiver pour l'ensemble des ménages, avec une protection renforcée pour les démunis. Donc concrètement, pendant cette période, aucun client ne pourra être coupé ou résilié pour sa résidence principale. C'est-à-dire du 1er novembre au 31 mars, il n'y aura pas d'interruption de fourniture. Et la réduction de puissance ne concernera pas non plus les clients bénéficiaires des tarifs sociaux, chèque énergie ou les bénéficiaires d'une aide FSL, qui eux verront leur fourniture d'énergie maintenue à hauteur de leur puissance souscrite. Et les autres clients particuliers, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas identifiés comme clients solidarité et qui ne sont pas à jour dans leur règlement de leur facture, pourront, eux, avoir une diminution de leur puissance électrique. Et ce qui est important de retenir pendant cette période, c'est que concrètement, aucun client ne sera coupé pendant l'hiver. Alors, pour préparer cette période, EDF s'organise, bien sûr, organise ses équipes pour préparer déjà l'entrée de la trêve. Et donc, selon la réglementation, il y a seuls les bénéficiaires des tarifs sociaux, du chèque énergie ou des aides FSL qui font partie du périmètre solidarité, donc c'est du périmètre des clients aidés. Et EDF a décidé d'y inclure également les clients qui bénéficient d'une aide d'un organisme autre que le FSL au cours des 12 derniers mois. Donc même ces clients aidés, en fait, ne verront leur puissance souscrite maintenue. Donc en ce moment, donc on est avant le 1er novembre, donc tous les conseillers dédiés à la solidarité appellent les clients pour préparer l'entrée de trêve. Donc concrètement, ils les appellent déjà pour leur dire que leur électricité doit être rétablie, ou alors la puissance, s'il s'agit d'un client solidarité, il retrouvera sa puissance, sa pleine puissance. Il y aura aussi ces appels. On en profite pour essayer aussi de trouver des solutions de paiement, puisque le souci, c'est que les factures ne s'accumulent pas pendant cette période. Et pendant la trêve, donc EDF va garder contact avec ses clients et va envoyer des emails, des SMS, va appeler ses clients qui ont des factures impayées pour étudier des solutions personnalisées de paiement. En fait, ça fait partie d'un des 9 engagements d'EDF qui s'appelle « Vous aider dans les moments difficiles » et qui a pour objectif d'accompagner ses clients même pendant la trêve. Parce que c'est une période, comme je vous le disais, où on doit vraiment être attentif. Les clients, on ne souhaite pas que leurs factures s'accumulent, parce que c'est vrai qu'on a tendance, et c'est tout à fait humain, de se détendre pendant cette période. Et l'idée, c'est de les aider à suivre aussi leur consommation d'énergie. Donc là, voilà, on a fait un petit zoom sur cette trêve hivernale parce que cette période approche. Et on a fait aussi une large synthèse sur les dispositifs existants et le positionnement surtout d'EDF pour l'accompagnement des ménages en situation d'impayé. Alors, on a beaucoup parlé des aides curatives, forcément, puisqu'on était sur les cas des situations d'impayés. Et on voulait terminer cette présentation aussi par un volet qui fait partie de la politique solidarité d'EDF qui concerne la prévention. Puisque pour éviter justement d'avoir des situations d'impayés, ce qui est bien, c'est de faire de la prévention, d'aider nos clients à faire des économies d'énergie, à mieux consommer. Donc
EDF, en fait, a un positionnement assez fort sur ce volet préventif, on accompagne financièrement des partenaires comme la Fondation Abbé Pierre sur le programme Toi d'abord. On accompagne aussi l'ANA pour son programme Habiter mieux, donc pour lequel on a renouvelé le partenariat pour 2 ans. Et très récemment, EDF a aussi rejoint l'opération Coup de pouce du gouvernement pour sortir une offre prime énergie donc d'EDF qui est accessible via Internet et qui permet aux ménages aux revenus modestes de bénéficier d'une prime bonus pour réaliser des travaux de rénovation énergétique, pour changer du matériel de chauffage. Donc ce programme s'achèvera normalement le 31 mars 2018. Donc voilà, on arrive à la fin de la présentation. J'espère que cette présentation, certes synthétique, mais avec les messages essentiels, vous a permis de mieux comprendre en tout cas le dispositif réglementaire des situations d'impayés, vous a permis aussi de comprendre le travail des équipes solidarité faites par EDF et l'accompagnement d'EDF pour ses clients les plus fragiles. Et ce que je vous propose maintenant, c'est de répondre à vos questions. Donc, comme vous l'a dit Élise tout à l'heure, on a des experts. Je suis entourée d'experts solidarité autour de moi qui Eh se ben, sont merci beaucoup Claire pour vraiment cette proposé présentation. gentiment d'intervenir sur Alors, notre on a deux rubrique. questions pour l'instant En fonction sur le chèque des énergie. questions, on adaptera nos réponses Trois questions, on et va les dire, sur le interlocuteurs. parcours client situation d'impayé. Voilà. Vous pouvez continuer à poser vos questions puisque Claire Bally prendra mon relais aussi tout à l'heure. Alors, les premières questions sur le chèque énergie. La première, le chèque énergie sert-il à payer une ou plusieurs factures? Alors, qui répond de votre côté? Alors, le chèque énergie, en fait, je vais répondre puisque là, je sais répondre. Donc, voilà. Le chèque énergie peut payer plusieurs factures. En fait, c'est selon le montant de la facture et puis selon aussi le montant du chèque. Parce que je ne l'ai peut-être pas dit, mais je crois que je l'ai mis dans le support tout à l'heure. Le chèque énergie peut aller jusqu'à environ 140 euros. Je me tourne vers la personne qui s'occupe de ça, ou D'accord, même un peu plus. Même un peu plus, 227 euros. Donc, ça peut concerner le règlement de plusieurs factures. d'accord. Un Chez seul. un seul fournisseur, oui. C'est-à-dire que si un client a contractualisé Alors, on a une une question facture de aussi. Est-ce fuel, qu'on a une synthèse il ne de pourra la pas phase choisir son chèque. d'expérimentation du chèque énergie? Je ne sais pas si c'est vous qui pouvez avoir Il cette sera obligé de réponse. choisir soit l'électricité, soit le. Voilà. Alors, j'ai Juliette Cherubini qui va répondre. On fait des changements de siège. Bonjour. Alors, est-ce qu'on a une synthèse? Oui, évidemment, nous, EDF, on a fait un REX de ces bientôt 2 années d'expérimentation du chèque énergie. Pour l'instant, vous le savez, on est dans l'attente du rapport d'évaluation du gouvernement. On les a eus ce matin au téléphone, donc ça devrait arriver. On est très en attente de ce rapport qui, on l'espère, a tenu compte de nos remarques et je suppose des remarques des autres fournisseurs d'énergie. Et
Et voilà, donc nous, on se prépare évidemment à la généralisation de ce chèque qui est annoncé pour le début de l'année. On a pris toutes les dispositions en interne pour être capable de recevoir beaucoup de chèques énergie. En tout cas, on espère que ce dispositif sera un succès. Après, il y a des voies d'amélioration sur lesquelles on travaille avec les pouvoirs publics, et notamment Claire l'a évoqué tout à l'heure. Notre préoccupation, c'est quand même l'identification des clients qui sont en situation de précarité, puisque, comme elle vous l'a expliqué, si on a le chèque énergie, c'est bien, puisqu'on est capable d'identifier dans nos fichiers les personnes qui sont en situation de difficulté. Si on n'a pas le chèque énergie ou si on n'a pas l'attestation, c'est compliqué pour nous, puisqu'on ne sait plus identifier quels sont nos clients qui sont en situation de difficulté. Donc, ce pourquoi nous on milite, c'est pour que cette identification soit la plus automatique possible, de manière à protéger le mieux possible tous nos clients. Voilà, donc pour l'instant, on est dans l'attente de ce rapport qui devrait arriver assez vite. On a une Vraiment, on réponse sera là très attentif pour ceux qui voient l'onglet conversation, une réponse, une proposition, un bilan de l'expérimentation du chèque énergie sur le site de l'Union nationale des CCAS, les centres communaux d'action sociale. Voilà. Peut-être, est-ce que pour la suite, je laisserai la parole à Claire Baldi pour la suite des questions. Je reprends moi sur la partie parcours client en situation d'impayé. Alors, on a une remarque qui va peut-être faire polémique. Je l'ouvre comme une question, parce qu'effectivement, c'est, à mon avis, nécessaire de bien comprendre la mécanique, on va dire, financière. Je lis tel quel, EDF oublie souvent de mentionner que ses contributions au FSL sont financées par la surcompensation des dépenses TPN, ce qui n'est pas le cas pour les autres contributeurs. Est-ce que vous pouvez répondre sur cette explication du fonctionnement du financement Alors, votre webcam a l'air d'être... Alors, c'est pour ça que je le relis tel quel, parce qu'effectivement, j'étais surprise aussi, mais c'est important qu'on comprenne bien. EDF oublie souvent de mentionner que ses contributions au FSL sont financées par la surcompensation des dépenses TPN. J'ai pas compris le lien avec les tarifs sociaux. Alors, on vous entend pas très bien. C'est possible de vous rapprocher du micro. Je sais pas, on n'entend pas très bien. L'application du code de l'énergie, où effectivement, aujourd'hui, dans les règles de compensation, c'est bien adossé aux charges TPN. Et donc, effectivement, encore faut-il proposer du TPN pour être compensé. Oui, on comprend la question. Après, on n'est pas à l'origine de la réglementation, donc c'est le Code de l'énergie qui prévoit les modalités de compensation des versements au titre du Fonds de solidarité logement. Aujourd'hui, mais ça va changer avec l'arrivée du chèque énergie, les règles, effectivement, sont assises sur le montant des charges de TPN. Donc, si nous avons des clients au TPN, si certains fournisseurs n'ont pas de clients au TPN, la compensation, évidemment, ne s'applique pas. Et cette règle de la surcompensation, Et donc, c'est le même fonctionnement pour tous les fournisseurs d'énergie ou c'est une exclusivité, on va dire, EDF? EDF, effectivement, bénéficie de cette compensation dans l'ensemble des fournisseurs qui, aujourd'hui, ont des clients qui sont au TPN et déclarent au titre de la CSPE des charges relatives au TPN. Ah, c'est pas, ça se saurait, ce n'est pas une exclusivité EDF, c'est les règles du Code de l'énergie s'appliquent à l'ensemble des fournisseurs d'électricité. Et donc, tous les fournisseurs aujourd'hui d'électricité qui ont des clients qui bénéficient de ce dispositif TPN bénéficient de ces règles de compensation fixées par le Code de l'énergie. Donc, effectivement, il y a des charges
les modalités de compensation aujourd'hui sont assises sur Oui, bien le sûr. montant des charges de TPM qui sont déclarées par les fournisseurs d'énergie. D'accord. Et ces règles bénéficient à l'ensemble des fournisseurs d'électricité. EDF n'est pas dans un mécanisme, Oui. n'est pas privilégié sur ce dispositif. On a des clients TPM, c'est certain. Et on est fiers de les avoir. Alors bon, il faut savoir qu'avec avec l'arrivée du chèque énergie, les règles vont être modifiées, hein, puisqu'il n'y aura plus de... D'accord. Merci pour cette réponse très claire. Et donc, il n'y aura plus de déclaration. Alors, question suivante. Vous avez présenté votre service accompagnement énergie. La question était, est-ce que ce sont les pôles solidarité d'EDF qui proposent ce service accompagnement énergie ou est-ce que c'est le service client classique? D'accord. J'espère que ça répond à la question. Alors les deux. En fait, ça peut être nos conseillers clientèle classiques et également les conseillers solidarité d'EDF. En fait, quand je vous ai quand je vous ai expliqué tout à l'heure le tout début du parcours du client, dès que le client rencontre des difficultés financières, on l'incite à contacter les équipes, les conseillers clientèle, hein, donc c'est le numéro de nos équipes clientèle. Alors ensuite, on a eu quelques questions-réponses réactions dans l'onglet conversation. Par rapport au maintien de puissance, apparemment vous avez parlé de 2 kVA, donc kilowatts, alors qu'a priori en général, il semblerait que les familles sont plutôt à 1 kilowatt. Alors, est-ce que c'est juste une erreur entre 2 et 1 ou est-ce qu'il y a eu un changement? Ou est-ce que ça dépend des régions? Je ne sais pas. Oui, on a Cédric Simonet qui va vous répondre. Bonjour à tous. Donc il y a bien deux périodes, hein, comme vous a dit Claire, dans l'année. Il y a une période du 1er avril au 31 octobre où effectivement on utilise la prestation de suspension d'alimentation qui a deux options. Une option conditionnelle, c'est-à-dire le client est présent, je n'ai pas trouvé de solution de paiement dans le couple, il est absent, on met 1000 watts. Et une autre option qui est la coupure ferme. Après, vous avez la période hiver où effectivement vous avez la réduction. D'accord. Donc un client qui à la base aurait 3 kW, donc 3000 watts de puissance dans son abonnement normal, sa réduction serait arriverait à 2 kW. C'est ça ce que je comprends bien? Donc en fait, il y a deux prestations. D'accord. D'accord. Moi, j'ai fait le tour de mes questions. Claire Bali, je vais te passer la parole, si ça fonctionne. S'il n'est pas solidarité, s'il est solidarité, oui. Il n'y a pas de... Je vais aussi mettre ma caméra. Hop là. Donc bonjour à tous. Je prends la suite des questions et justement en réaction à ces réductions de puissance, il y a une question, quelqu'un qui se demande s'il y avait, il n'y a pas des réducteurs de puissance à 2 kVA.
Ça existe, hein, effectivement, pendant l'hiver, donc du 1er novembre au 31 mars, pour un client qui a une puissance souscrite à 3 Ok. kVA, la réglementation autorise la réduction de puissance à 2 kVA, donc il existe Ouais, en ce termes que vous avez techniques des précisé. D'accord. mini-interrupteurs Alors, qui réduisent en lien justement sur ces questions de prévention et des liens avec les correspondants solidarité, pour les clients solidarité. vous avez évoqué la possibilité pour les travailleurs sociaux d'accéder à une plateforme en ligne qui permet justement de suivre les factures impayées du ménage. Est-ce que cette plateforme en ligne, elle peut être accessible à d'autres professionnels, par exemple des associations d'aide à domicile? Claire Détaillé, là. Je dirais, la plateforme le PASS, le portail là, de communication, est véritablement l'outil, un canal de communication avec les travailleurs sociaux. Pour l'ouvrir à d'autres interlocuteurs, de toute façon, une convention devra être signée et précisant les modalités d'accès et les droits d'accès. D'accord. Pour rebondir sur cette contrainte, je pense que c'est aussi, nous, ça fait partie des questions qu'on a souvent de nos membres, c'est que des associations qui sont pas forcément professionnelles de l'action sociale et qui n'ont pas forcément accès à ce portail en ligne, font quand même de l'accompagnement des ménages et sont régulièrement appelés par des ménages quand il y a de l'impayé, voire un risque de coupure. Et du coup, quel conseil vous donneriez à toutes ces structures pour arriver justement à pouvoir conseiller au mieux le ménage? Est-ce que par exemple on pourrait avoir la liste de tous les correspondants solidarité qui pourraient être mis en ligne sur le site du rappel? Enfin, qu'est-ce qu'on peut répondre en fait quand nous on est sollicité par des ménages? Est-ce qu'il faut absolument qu'il soit suivi par un travailleur social pour être en lien avec le correspondant solidarité, ou est-ce qu'il y a un moyen de pas augmenter la chaîne d'interlocuteurs qui est parfois complexe pour un ménage dans une grande fragilité? Alors, on reprend le parcours. Je dirais le parcours, c'est qu'un client se trouve dans une situation de difficulté de paiement. Enfin, clairement, le premier contact est la relation commerciale d'EDF. Donc, clairement, je dirais la première étape dans l'idée de trouver une solution. Après, je dirais, il y a du réglementaire et il est clair que le passage par les interlocuteurs sociaux qui sont mandatés, entre guillemets, ça fait partie du décret impayé, donc qui auront dû être prévenus par un certain nombre de courriers. Clairement, on est dans une logique réglementaire qu'on applique. Après, donc je dirais le premier conseil, c'est rapprochez-vous des services sociaux. Typiquement, en plus, ce sont eux qui ont la vision la plus précise. Et est-ce que client. Après, il n'y a pas de possibilité de contacter les correspondants solidarité en direct quand on est une association qui accompagne un ménage si on n'est pas un professionnel de l'action sociale? Pour travailler au mieux. Après, voilà, c'est en direct. Typiquement, les numéros de téléphone sont accessibles, ont été donnés des pôles solidarité. Et le service accompagnement énergie dont vous parliez, il est proposé par le pôle solidarité d'EDF ou le service client classique? Sur la route, en tout
cas d'accompagnement de toutes les structures déjà bien existantes. Typiquement, après, c'est passé par les pôles solidarité en eux-mêmes. Service client classique, il peut être proposé par le service client classique ou par le pôle solidarité d'EDF. Ce qui se passe, c'est qu'en accompagnement, en traitement d'un dossier, un pôle solidarité, si le client est à côté du travailleur social, va pouvoir échanger sur la situation. Et pour terminer là-dessus, mais vous avez globalement répondu. Il y avait notamment une question sur le fait que, par exemple, quand on fait un suivi individualisé d'une famille à domicile, dans le cadre de projets de lutte contre la précarité énergétique, on a souvent besoin de récupérer les anciennes factures pour faire un bilan sur l'année. Ces anciennes factures, pour les récupérer, il faut passer aussi il y a que les travailleurs sociaux et la plateforme pour y avoir accès. D'accord. Notamment les anciennes factures, il faut déjà que le client soit bien d'accord et quel est celui qui est le plus à même de lui-même. Parce que sinon, entre guillemets, les services, en tout cas les services d'EDF, ne sont pas mandatés pour donner systématiquement les factures à des extérieurs. Très bien. Je reviens sur le chèque énergie. C'est vrai que on a des retours de terrain. C'est quand même un dispositif pour l'instant dont les ménages ont pas connaissance et avec parfois des difficultés à comprendre qu'il faut renvoyer le document, etc. Est-ce qu'il y a des actions de sensibilisation qui vont être développées en parallèle à la remise de ce chèque? Est-ce que vous savez comment ça va se passer? Alors, nous, on a réattiré l'attention des pouvoirs publics sur cette nécessité d'informer massivement, que ce soit vous en tant qu'acteur de terrain ou les potentiels bénéficiaires de ce nouveau dispositif, donc d'avoir vraiment une action de communication massive. Donc on les a vraiment très sensibilisés sur ce point-là parce qu'on se rend bien compte que ce dispositif n'est pas connu, à part effectivement sur les 4 départements sur lesquels il a été expérimenté. Après, nous, EDF, en tant que fournisseur d'électricité, bien évidemment, on travaille à des actions de communication de nos clients sur ce nouveau dispositif, que ce soit sur notre site internet ou dans le cadre de notre programme relationnel avec nos clients. Et puis, bien évidemment, avec vous, dans le cadre de nos conventions de partenariat qu'on peut avoir avec bon nombre de structures de médiation sociale ou d'associations ou via l'UCANS, on va travailler avec vous sur ce déploiement de ce nouveau dispositif pour que vous, en tant qu'acteurs sociaux, vous soyez les mieux informés et les mieux à même de conseiller nos clients notamment sur ce nouveau dispositif qui se voudra être le plus simple possible. C'est vraiment un point d'attention. Il faut que ce dispositif soit bien compris et pour qu'il soit bien compris, il faut qu'il soit simple. Donc c'est un travail collectif. Nous on le mène depuis bientôt 2 ans avec les pouvoirs publics dans cette logique de simplification et d'identification. Et puis dans le cadre de la généralisation qui a été annoncée par Nicolas Hulot et qui devrait être, on le pense, réitéré dans le cadre du rapport. Ok, très bien, merci. Vous avez dit que EDF était engagé notamment dans le programme Habiter mieux. Est-ce que vous pouvez préciser comment ça se passe cette implication?
En fait, EDF est engagé dans le programme Habiter mieux depuis déjà pas mal d'années, hein, depuis 2011. Donc, il y avait des premiers partenariats où on avait des relations avec les collectivités, hein, et avec la mise en place du dispositif des certificats d'économie d'énergie, hein, spécifique précarité énergétique. Le partenariat a un peu évolué, a dû s'adapter, hein. Et là, on est plus en fait dans de la contribution financière au programme Habiter mieux, hein, et pour lequel on travaille en étroite collaboration avec l'ANAF. Avant, c'était un partenariat où on était plusieurs partenaires, des conventions signées avec l'ANAC, Total, Engie. D'accord, et ok, très bien. EDF. Moi, j'avais une dernière question concernant justement la trêve hivernale. Vous avez dit que le périmètre de solidarité, il était élargi aux clients bénéficiaires d'une aide d'un autre organisme. Vous avez notamment parlé de la CAF. Est-ce que ça veut dire que quelqu'un qui est aux APL, il rentre dans ce périmètre de solidarité élargi? Oui. Non, pas forcément. Enfin, en fait, ce sont des aides attribuées par des organismes sociaux. Enfin, mais quelqu'un. Donc c'est une aide d'une aide au paiement de la facture d'un autre organisme. C'est ça que vous vouliez dire en fait. Mais quelqu'un qui bénéficie des APL n'a pas forcément, ok, très bien. ne rentre pas. Je crois qu'on a traité toutes les questions. Il y a eu plusieurs remarques sur cette histoire de facture. Qui effectivement, on entend bien que c'est la législation sur la confidentialité des données, mais c'est vrai que c'est assez contraignant pour les acteurs de terrain qui font des visites à domicile, et on sait que les ménages fragiles ont souvent pas forcément gardé leurs factures et que c'est compliqué de les retrouver sur une année. Et c'est vrai que ça reste une problématique que les acteurs de terrain rencontrent pour pouvoir analyser et accompagner au mieux les familles d'arriver à récupérer ces factures. Voilà, donc je vous soumettais juste une remarque complémentaire et un peu des éléments de frustration, mais vous avez bien répondu sur le fait que c'était une histoire de confidentialité des données. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose là-dessus. Ouais. Alors il y avait une dernière question sur le périmètre élargi, justement. Depuis quand est-ce qu'il existe ce périmètre élargi? 2018 vont être de plus en plus importantes, hein, justement sur cette gestion des données. Hein. Mais non, on n'a pas grand-chose à rajouter sur le périmètre solidarité, que vous disiez qu'il était élargi aux clients bénéficiaires d'une aide énergie d'un autre organisme. Moi aussi j'avais pas connaissance de ce dispositif, donc je sais pas, est-ce que c'est quelque chose qui existe depuis toujours de la part d'EDF, ou vous l'avez mis en place récemment? D'accord. Ok. Très bien. Et oui. D'accord, ok. Et une toute dernière question, et puis on va conclure. Alors, du coup, je la réaffiche. Vous savez que il y a pas mal de nos membres qui sont qui accompagnent des SLIM, des services locaux d'intervention sur la maîtrise de l'énergie, avec des diagnostics socio-techniques réalisés à domicile chez les ménages. Est-ce que les conseillers Solidarité EDF ont connaissance de ce type de programme, et est-ce que du coup ça leur arrive de rediriger les ménages
vers ces dispositifs quand ils sont en contact avec un ménage qui est en impayé. Bonjour. Ah, on vous entend plus. Oui, bonjour, Thierry-Ève, responsable Solidarité Île-de-France. En fait, techniquement, c'est très compliqué parce que les conseillers Solidarité sont en situation de répondre à tous les acteurs d'une région, en l'occurrence, par exemple, Île-de-France. Et lorsqu'une demande arrive, ils n'ont pas forcément sous les yeux l'ensemble des dispositifs existants localement. Donc, aiguiller vers un SLIM, encore faudrait-il qu'ils puissent avoir facilement leurs coordonnées D'accord. s'ils l'avaient, et de faire ça totalement en lien avec la demande. Eh bien, on va. Il est 3h30. Je vous remercie beaucoup pour vos interventions et les réponses que vous avez pu apporter aux différentes questions. Je remercie également tous les participants. Donc, comme on vous l'a dit en introduction, le webinaire sera mis en ligne très prochainement sur le site internet du réseau Rappel. Et donc, vous avez la possibilité de revisionner ce webinaire ou de permettre à d'autres participants de le revisionner s'ils n'ont pas pu être présents aujourd'hui. Il y aura également le PowerPoint qui sera mis en ligne. Voilà, et puis n'hésitez pas, si vous avez des besoins ou des idées de webinaire à nous faire remonter. Nous, on est toujours preneuses effectivement de sujets pour répondre au mieux aux besoins de nos membres. Encore un grand merci aux intervenants et puis on vous souhaite une bonne après-midi et vous serez tenus informés des prochains webinaires sur la liste de discussion du réseau Rappel. Merci à tous et à bientôt. Merci Claire, merci à Au revoir. tous.